Bonsoir et ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous politique sur la chaîne Au cœur de nos défis. Vous êtes bien à Surface de Vérité. L'invité du jour, c'est un homme qui a beaucoup inspiré et qui continue d'ailleurs d'inspirer des générations de journalistes. C'est un argument d'autorité quand il s'agit de parler d'entreprise de presse au Burkina Faso. On l'appelle le doyen. Il est le fondateur du journal L'Observateur Palga, mais aussi de l'Observateur Dimanche, directeur de publication donc de ces deux organes. C'est le doyen Edouard Ouedraogo qui est dans le fauteuil blanc. Bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Merci de m'avoir reçu. Cette semaine, l'Observateur Palga a publié son 10 millième numéro. C'est énorme quand même. Oui, c'est énorme. Et comme nous le disons, 10 millième numéro, 10 000 problèmes, 10 000 erreurs. Parce que chaque journal, chaque édition vient avec ses difficultés. 10 000 solutions aussi. 10 000 solutions aussi. Mais vous avez beau être au 10 millième exemplaire, vous ne pouvez pas du tout être à l'abri d'une petite surprise. Parce qu'il n'y a pas d'édition parfaite. En tout cas, au niveau de la presse écrite, vous êtes toujours guetté par l'erreur. Soit l'erreur factuelle, soit même des erreurs de fond. C'est pourquoi nous disons que c'est facile de dénoncer 10 000 exemplaires, 10 000 numéros, 10 000 éditions, mais c'est 10 000 difficultés qu'il faut surmonter parce que chaque édition vient avec ses problèmes. 10 000 courage, 10 000 déterminations. Donc c'est une aventure qui dure depuis 1973, c'est bien ça? Depuis 1973. 46 ans. Oui, avec évidemment, il faut le redire pour l'histoire, que ça n'a pas été un long fleuve tranquille, puisque à partir du 10 juin 1984, l'épisode révolutionnaire. L'épisode révolutionnaire, notre imprimerie a été incendiée et nous avons dû... Un incendie criminel. Un incendie criminel. Nous avons dû observer 7 années de traversée du désert, 7 longues années. Sans parution. Sans parution. Nous n'avons pu reprendre que le 15 février 1991. Après avoir tenté le 27 janvier 1989 de relancer un exemplaire, une édition qui a bien sûr soulevé l'enthousiasme de toute la population, puisque nous avons été pendant longtemps le marqueur indéniable, le baromètre de la démocratie. Donc quand nous avons reparu en janvier 1989, toute la ville était en ébullition parce que les gens se sont dit « Ah, puisque ce journal-là est revenu dans les kiosques, c'est que vraiment les libertés démocratiques et les libertés politiques sont de retour. » Malheureusement, ça a été de courte durée parce qu'immédiatement, le journal a été mis sous scellé et nous n'avons pu avoir accès à nos locaux qu'en 1990 pour ne pouvoir reparaître que le 15 février 1995. Mis sous scellé pour quelle raison? Sous scellé pour quelle raison? Parce que les autorités du Front populaire voulaient être sûres qu'on ne relancerait pas un autre numéro à leur insu. Parce que la reprise de janvier 1989 les avait vraiment surpris, pris de court. Et la réaction du public a été telle qu'ils se sont rendus compte de la force de ce journal-là. Avec le ton de liberté. Voilà, donc... c'était une menace. C'était malheureusement, nous avons mal choisi le jour parce que nous sommes tombés le jour où il y avait à la Maison du Peuple des assises pour évaluer 4 années 3 années. Il y a d'abord le bilan de la Révolution, mais aussi 2 années de rectification. Alors, tout l'establishment était à la Maison du Peuple et il y a eu un tollé général contre le journal qu'on a accusé de tous les péchés de la République, ce qui a abouti évidemment à la mise sous scellé de
de nos locaux. Et pour être sûr qu'on n'allait pas pouvoir reparaître, là, ils ont envoyé la Sonabel décrocher, couper le courant au poteau. Donc on ne pouvait plus, on était totalement muselés. Il n'y avait plus possibilité d'une édition surprise. Et cet épisode sombre justement de la Révolution, cet incendie criminel, est-ce qu'aujourd'hui on en sait davantage? Non, nous n'en savons pas plus que ce que nous savions au début. Nous savons simplement que l'incendie a eu lieu le 10 juin et c'est le 11, dans la nuit du 11 au 12, qu'il y a eu les premières exécutions politiques. Nous avons toujours établi un lien entre l'incendie du journal et ces exécutions-là, parce que nous avions été les premiers à en parler dans la lettre Polaï de l'édition du 9 juin, et nous promettions de revenir plus en détail dans les éditions suivantes. Or, je pense que les révolutionnaires avaient décidé d'exécuter les soi-disant comploteurs pour l'exemple, et il n'était pas question de donner l'occasion à un quelconque journal de revenir là-dessus avec les détails. D'où l'incendie de l'imprimerie du journal dans la nuit du 10. Et le 11, la nuit du 11 au 12, il y a eu les exécutions. C'est l'analyse que nous avons faite. Cela d'autant plus que, bon, évidemment, quand il y a eu l'incendie, nous avons déposé, dans la journée du 11, auprès du procureur de la République, ou du moins, nous avons introduit une action pour qu'on ouvre une enquête sur cet incendie-là. Bon, nous savons maintenant que dès le jour même, le 11, avant même la fin de la matinée, les autorités avaient téléphoné au directeur de la sûreté qui avait été saisi par le procureur, l'instruisant de suspendre toute enquête sur l'incendie. Bon, quoi, la révolution avait son côté aussi obscur. Bien sûr, c'est une dialectique bien connue. La révolution n'était pas que ce que les gens en disent aujourd'hui. La révolution, en tout cas en ce qui concerne la santé des libertés démocratiques et collectives, là ça a été un désastre. Mais c'est la logique de la révolution, comme ça. Alors, aujourd'hui, le journal donc fait son petit bonhomme de chemin, mais on pourrait se demander à l'époque, en lançant l'Observateur, parce que c'était un pari osé quand même, dans ce contexte-là, est-ce que c'était juste la passion de métier ou c'était déjà on réfléchissait business? Non, ce n'était pas business, parce que si c'était le business, ce n'est pas dans ce domaine-là qu'il fallait s'investir. Mais je dois à la vérité de dire que moi, j'avais un grand frère qui avait déjà réussi dans les affaires. Et moi, en rentrant de France pour enseigner, je n'avais pas vraiment l'intention de rester longtemps dans l'enseignement. Je voulais suivre les pas de mon grand frère, en lançant quelque chose. Et je voulais lancer, j'avais été séduit en France par l'aventure des FNAC, la Fédération nationale, les FNAC que vous connaissez aujourd'hui là. Voilà. Ça a été lancé d'abord au début pour vendre des livres à prix discompté et pour encourager la lecture au niveau des cadres. Et ça avait fait son bonhomme de chemin. Et quand je suis revenu au Burkina Faso, je me suis rendu compte qu'au fond, il n'y avait pas de librairie à proprement parler au Burkina. Et j'avais déjà pris des contacts pour essayer de voir si au Burkina, on ne pouvait pas justement tenter une expérience comme celle des FNAC en France. Et pendant qu'on réfléchissait à cela, il y a un incident qui est venu, sur lequel je ne vais pas tellement insister aujourd'hui, mais qui nous a fait voir la nécessité qu'il y ait un espace de liberté pour permettre aux voltaïques de l'époque de pouvoir s'exprimer, de pouvoir défendre leurs intérêts fondamentaux quand vraiment ils sont écrasés par le pouvoir, par le fait du prince. C'est parti d'une histoire de lotissement où justement la mairie de Ouagadougou a mis les gens devant le fait accompli
Et bon, a voulu vraiment déguerpir d'un quartier, un vieux quartier de Ouagadougou, où étaient aussi nos parents, ben, des gens qui étaient depuis des décennies et qu'on a voulu du jour au lendemain, alors qu'il avait commencé à pleuvoir, sous prétexte qu'il y a le président français qui devait venir et qu'il fallait améliorer, embellir la ville. On s'est mis à vouloir casser à gauche, à droite. Et nous avons intenté, mon grand frère a intenté une action contre la mairie et il a eu raison. La mairie a été condamnée pour abus de pouvoir. Et on a intimé l'ordre à la mairie de ne pas toucher aux concessions en question. Mais évidemment, à l'époque, les gens ne connaissaient pas bien leurs droits. Donc la ville s'est répandue en toutes sortes de commentaires. C'est à peine si on n'a pas dit que mon grand frère, qui était un industriel prospère, n'a pas été acheter les juges pour qu'il rende ce verdict-là. Donc nous nous sommes rendus compte que vous pouvez avoir raison, mais avoir tort aux yeux de l'opinion. Donc nous nous sommes dit, il faut donner vraiment un espace de liberté. C'est de cela, c'est de cet incident-là qu'est venue l'idée de créer un journal. Mais nous l'avons créé sans nous rendre compte de ce que ça représentait. Bon, je vous ferai vraiment l'économie de toute cette période-là. Mais il faut dire vraiment que s'il n'y avait pas eu le support de ce groupe industriel-là, et s'il n'y avait pas eu aussi l'esprit de famille qui a fait que moi, directeur de publication, je me suis dit, il fallait tout faire pour que cette affaire-là ne sombre pas, parce que ce serait vraiment un drame. C'est la raison pour laquelle, malgré toutes les difficultés que nous avons traversées, il y a un qui a mis de son argent, il y a un autre qui a mis de ce qu'on appelle son industrie, c'est-à-dire son engagement intellectuel pour que l'aventure ne tourne pas au fiasco. Mais au bout de 3 bonnes années, quand on s'est acheminé vers les années 78-79, l'affaire avait commencé à avoir un compte d'exploitation. Une certaine stabilité. Voilà, équilibré. Et parce que les gens avaient commencé à comprendre non seulement que c'était un espace de liberté, mais aussi un espace d'affaires. Les gens ont commencé à faire les communiqués, à faire les annonces, à telle enseigne qu'en 1979, nous nous sommes payés le luxe d'aller à la SICA et de sortir une voiture neuve. Voilà, donc vous voyez. Et malheureusement... On dira, il faut parler en nombre d'affaires, que le marché, il était là. Le marché a commencé en tout cas à être là. Le marché des lecteurs, mais aussi le marché des annonceurs. Et il y a eu par la suite, évidemment, le CMRPN, ensuite la Révolution. Parce que vous savez, le journalisme, que ce soit en audiovisuel, que ce soit en presse écrite, ça ne peut pas du tout marcher si, sur le plan institutionnel, ça ne suit pas. Il faut qu'on soit en république, une république qui tolère les libertés individuelles et collectives, qui tolère le pluralisme. Vous savez, en 1978, par exemple, la Haute-Volta s'est payé le luxe de balloter un général qui était déjà au pouvoir pendant une bonne dizaine d'années. Donc c'était vraiment quelque chose c'était de l'inédit. Et tout ça, ça faisait quand même vivre, ça faisait que les journaux, ou du moins le journal L'Observateur qui existait et qui était le témoin de tous ces faits-là, en tout cas avait commencé à devenir économiquement viable. Mais quand il y a eu le coup d'État du CMRPN le 25 novembre 1980, qui a instauré un régime plus ou moins autoritaire, ou en tout cas volontariste. Ensuite, il y a eu le CSP qui est venu et qui a commencé déjà à museler, à profiler une certaine orientation anti-impérialiste, révolutionnaire, pour ne pas dire marxiste. Bon, les libertés, les espaces de liberté se sont réduits et le journal a été un certain nombre de fois saisi. Bon, son directeur trimballé de la gendarmerie à la sûreté, et il y a eu enfin la révolution.
d'août 83. On a cohabité pendant un certain nombre de mois, mais vous savez que la révolution a une option tout à fait bien connue en matière d'information. Pour la révolution, eux, ils avaient atteint un niveau où finalement, il n'y avait plus c'était la dictature du prolétariat qui était en train de se profiler. Il n'y avait pas de place pour le débat contradictoire. La révolution avait triomphé. Il ne devait y avoir qu'une seule orientation, c'est la révolution. La pensée correcte, la pensée, le politiquement correct à l'époque, c'était la révolution. Donc il fallait que tout le monde soit militant. Donc il fallait faire du journalisme militant. Il fallait être un journaliste militant. Même les journaux, enfin les journalistes fonctionnaires en ont pâti. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il y a des gens qui ont dit non, il faut prendre un décret et supprimer ce journal-là. Parce que de toute façon, il a fini de remplir son rôle historique. Son rôle historique, ça a été d'avoir permis aux idées démocratiques de se développer, et même aux idées révolutionnaires. La révolution a triomphé, le journal a fini de jouer son rôle. Bon, il y en a qui ont dit non, ce serait contre-productif de le faire. Donc on a commencé, la révolution a créé son journal Citoyen, mais à partir du moment où les gens savaient que c'était toujours un journal sous ordre, ça n'a pas du tout réussi. Citoyen n'a pas du tout réussi à prendre le dessus, comme il le souhaitait. Il faut dire que l'observateur, justement, à partir de cet instant-là, c'est aussi l'autre secret, c'est la crédibilité du journal qui faisait son... Oui, non, c'est la crédibilité, et le fait que nous étions un journal, Citoyen était mieux fait, mais nous étions un journal qui avait du crédit, et les gens savaient que de toute façon, ils pouvaient venir là-bas, ils n'ont rien à craindre. Alors que de l'autre côté, il n'y avait que le politiquement correct qui pouvait passer. Donc, ce qui s'est passé, bon, je pense que c'est ce que on a vu. Je pense, on a commencé d'abord, je crois que le régime a commencé d'abord par nous dire que désormais, tous les abonnements des ministères et des services publics sont supprimés, à l'exception de la présidence de la République, du ministère de l'Information et du ministère des Affaires étrangères. Voilà. Vous voyez, c'était déjà un début d'étouffement économique. C'est ça. Voilà. Ensuite, il y a un texte qui a été pris, mais qui était difficile à appliquer en disant que pour les informations nationales, sauf l'agence voltaïque d'information, a le monopole. Le reste, là, il fallait passer forcément par l'agence voltaïque d'information. Mais c'était difficile d'application. Bon, toujours est-il que le cas de l'observateur a été évoqué dans les débats, les veillées débats, et maintenant on ne sait pas à quelle veillée débat la décision a été prise, mais nous pensons en tout cas que l'incendie a été allumé par des gens qui ont dévancé en tout cas les desiderata du prince. Maintenant, est-ce qu'ils ont reçu une injonction, ou du moins un ordre formel? On ne sait pas, mais on sait en tout cas que ceux qui l'ont fait étaient vraiment des proches de Thomas Sankara. Et un certain nombre, il y a au moins 2 d'entre eux qui ont péri la nuit même, le 15 octobre. Il y en a qui sont morts à la frontière, mais je ne peux pas accuser formellement quelqu'un. Voilà. Il y a eu, vous parlez tout à l'heure donc de cette tentative d'asphyxie à travers les abonnements. On parle justement du modèle économique des médias, justement, les ventes, mais aussi les annonces. Est-ce que véritablement ce modèle-là aujourd'hui n'est pas en train de montrer ses limites? Ce modèle est en train de montrer aujourd'hui ses limites. Parce que vous savez que les réseaux sociaux sont passés par là. Je ne sais pas ce qu'il en est de l'audiovisuel, mais pour la presse écrite, nous avons, dès que
tous les journaux sont passés en ligne. Nous avons senti, il y a déjà 4-5 ans, se tarir pour finir par complètement disparaître les abonnements extérieurs. Nous avions des abonnements extérieurs jusqu'au département américain, jusqu'en Hollande. En France, alors, n'en parlons pas. Mais aujourd'hui, tous ces abonnements ont tari parce qu'il y a le gratuit. Il suffit simplement de faire 3W, etc., etc. On lit n'importe quel journal, que ce soit l'Observateur, Le Pays, Citoyen, et les hebdomadaires. Un hebdomadaire de qualité comme le journal L'Événement. Tous ces journaux-là sont en ligne. Donc, ça a été un premier coup d'arrêt pour les abonnements. Alors, on se demande justement que faire face effectivement à l'avènement donc du digital qui véritablement pose un sérieux problème donc, de concurrence. Effectivement, le journal papier qui de plus en plus ne se vend pas forcément. Mais il y a l'option numérique, vendre sur le digital. Mais là aussi, le risque, c'est qu'on avait récemment une note donc de la CEP qui appelait effectivement aux gens à plus de responsabilité parce que le numérique, la version numérique aussi est partagée. Voilà. Il y a des moyens techniques pour rendre le numérique commercialisable. Mais la faiblesse économique de nos organes est telle qu'il nous coûtera tellement d'argent que ce n'est même pas possible. En Europe, c'est possible parce que quand vous avez le journal qui annonce les grandes lignes d'un article et ils mettent, si vous voulez en savoir plus, vous payez, ils vous taxent. Vous avez par exemple 2 euros, 3 euros, 6 euros, selon la qualité de l'article, vous payez et vous ouvrez. Mais là-bas, la monétique est développée. Chacun se promène avec sa carte et c'est très facile de faire débiter votre carte et pour avoir accès à l'article en question, à l'article payant. À ma connaissance, il semble qu'il n'y a qu'aux États-Unis, avec un journal comme le Wall Street Journal, qui est un journal d'information financière de première qualité. Je crois que c'est le seul qui a réussi vraiment à capter les facilités du numérique et qui est devenu même 2 fois plus rentable parce que les gens payent pour avoir accès à l'information. Mais c'est de l'information, qu'est-ce que vous voulez, c'est de l'information financière. Ceux qui jouent en bourse, ceux qui ont leurs avoirs à telle ou telle banque, ces gens-là sont tellement pressés d'avoir l'information, la une, en scoop, qu'ils sont prêts à payer pour avoir accès à l'information. Ce n'est pas la même chose que pour l'information politique, l'information générale, ce n'est pas la même chose. Mais en Europe, quand même, ils réussissent à combiner. Nous aussi, nous cherchons à combiner parce que justement, il faut le faire, il faut s'adapter pour ne pas périr. D'autant plus qu'il y a un spécialiste américain qui a prédit qu'en tout cas au niveau des États-Unis, en 2043, il a dit 2043, il n'y aura plus de support papier. On ne sait pas comment il a fait ses études, mais en tout cas, c'est ce qu'il a prédit. Mais nous sentons déjà ici, à notre humble niveau, que les ventes à la criée sont en train de chuter. Bon, les abonnements, c'est les institutions. On n'a pas encore enregistré une tendance significative, mais il faut dire que il faut craindre que là aussi, ça n'accuse un certain coût. Et si ça n'accuse pas, il faut souhaiter au moins que ça reste en l'état. C'est parce qu'en tout cas, c'est pas tous les jours, on n'enregistre pas avec la même tendance qu'il y a 4-5 ans, à plus forte raison, il y a une dizaine d'années, la tendance haussière des abonnements. Il faut peut-être encourager le sursaut patriotique pour continuer à consommer. En tout cas, je vous prends, je reprends votre mot. Il faut que les gens comprennent que les journaux, c'est le baromètre de la démocratie. C'est la garantie, le garant de la liberté individuelle et collective. Et qu'il faut que les gens fassent l'effort
de continuer d'acheter les journaux, même s'ils ont les versions gratuites, parce que tout le monde y gagne à terme. Sur ce plan, je suis quand même un peu déçu. Moi, j'ai vu comment un journal comme L'Opinion, qui était un journal d'opinion, hein, mais qui était quand même le journal du CDP. Depuis que Blaise Compaoré est parti, moi je disais à mon ami Lengani Isaka, je lui disais avant la chute de Blaise Compaoré que si Blaise Compaoré s'en va, le journal risque d'avoir même de prendre son envol, parce que bon, il sera un journal d'opposition. Oui, et je calculais, je disais quand même, au niveau du CDP, vous avez quand même 1000 personnes qui peuvent faire le sacrifice de 500 francs par semaine pour faire vivre ce journal. On a déchanté. Est-ce que vous savez où se trouve l'opinion aujourd'hui? Pareil pour l'hebdo? Pareil pour l'hebdo. Pareil pour notre seul journal humoristique qui avait vraiment franchi les frontières, Gigi. Vraiment, sur ce plan, il y a souvent, on a de quoi être désespéré au Burkina Faso. Et du coup, ça pose effectivement l'autre problème, c'est la gestion des ressources humaines. Là aussi, on suppose que ça va pas être évident, le management à ce niveau-là. Aujourd'hui, les journalistes crient sur tous les toits, dénoncent des salaires de misère. Oui. Actuellement, en tout cas au niveau d'un journal comme l'Observateur, puisque nous avons quand même participé à l'élaboration, à la mise en place de la convention collective, nous avons essayé, avant même que la convention collective ne soit appliquée, au niveau en tout cas des journalistes qui sont attitrés, nous essayons de l'appliquer, même si c'était à minima. Mais il y avait même pas mal d'autres avantages qui étaient hors convention. Mais aujourd'hui, il faut pouvoir continuer d'appliquer cette convention collective. Qui est déjà même dépassée dans le contenu. Voilà, mais vous voyez, vous prenez un journal comme l'Observateur, nous avons 85 salariés. Si la baisse continue, comment nous allons pouvoir appliquer avec vraiment esprit de conséquence cette convention collective? Est-ce que le problème ne va pas se poser un jour? Il ne faut pas avoir le courage, et en tout cas je profite de votre micro et de votre petit écran pour le dire. On se bat pour en tout cas maintenir la tête hors de l'eau, mais il faut vraiment que les gens sachent que c'est le problème aussi de tous les Burkinabés. Je ne sais pas ce qu'il en est de l'audiovisuel, mais je sais que vous aussi, vous êtes confrontés. C'est la même réalité. Il y a la concurrence, il y a même des mini-télés, puisque chacun, n'importe qui peut créer aujourd'hui avec... Des web TV. Voilà, des web TV, etc., etc. Et donc, ça vous taille aussi des coups-pierres. Donc, en tout cas, pas aisé, justement. Du coup, parfois, on se retrouve pour les journalistes dans des conditions qui les exposent. Hein. Ça, je ne vous le fais pas dire. Mais il faut travailler en tout cas, nous essayons de voir comment mettre vraiment à profit le numérique, le digital. Déjà, nous essayons de contrôler. Nous avons une version digitale qui permet aux gens de s'abonner, bien sûr à un coût moindre, d'avoir le contenu, en espérant évidemment que le net marche toujours, bon, mais sans avoir la possibilité de photocopier pour distribuer ou de partager, comme c'est le cas quand c'est en PDF. Bon, mais là aussi, il semble que malgré tout, il y a des gens qui arrivent toujours à passer par les barrières et à continuer à faire, à cultiver justement l'habitude et le goût de la gratuité. On va suivre ce petit sujet et on revient pour suivre cette... Pour la centaine de journalistes accrédités pour couvrir l'événement, Tenkodogo 2019 est effectivement inégalé et inégalable. Inégalé parce que depuis des années, on le sait, la presse privée s'est toujours plainte.
Mais cette fois-ci, le tâtonnement et le peu de sérieux du comité d'organisation frise l'inégalable. Pouvait-on entendre ici? Le chemin de croix débute à Ouagadougou ce 9 décembre avec un retard dans le démarrage effectif des 2 bus affrétés aux hommes de médias. Deuxième couac, c'est à l'arrivée. Personne pour convoyer la mission. Après de longues minutes d'attente sans savoir où aller, ils sont finalement conduits dans un restaurant et par la suite, cap est mis sur la salle polyvalente de la ville. Ici a lieu la finale des Jeux concours Les Cracas. La couverture médiatique de l'événement dans l'après-midi a été sauvée de justesse par le parrain de l'événement, Bala Alassane Sakandé, qui est venu calmer les ardeurs car les journalistes ont décidé de le boycotter. Les choses semblent rentrer dans l'ordre, mais les confrères sont épuisés. Certains ne suivent même plus la cérémonie. Visiblement, l'information est parvenue aux autorités. En pleine cérémonie, ça se concerte. Un représentant de la presse est d'ailleurs convié par le président de l'Assemblée nationale et le ministre de la Communication avec qui les contacts téléphoniques ont été échangés. Les concertations se poursuivent après la cérémonie. On annonce la hausse des frais de mission et la disponibilité de 10 villas pour accueillir toute la délégation. 19h environ, c'est le départ de la salle polyvalente avec la ferme conviction que le bout du tunnel est enfin là. Mais que nenni, les 2 bus ont tourné en rond pendant de longs moments. La tension monte de nouveau, les esprits se réchauffent, certains veulent regagner Ouagadougou. Si on repart me déposer à Ouaga la nuit, là, moi je suis plus free, je suis plus content que de vivre ça. Non, puis on n'a même pas encore même de où on va dormir. Ils n'ont qu'à filmer. Ça veut dire quoi ça? On n'a pas fait vœu de pauvreté, nous ne sommes pas des misérables. Ça énerve maintenant. On dirait que nous sommes des orphelins, ça veut dire quoi? Chaque année c'est la même chose. Non, c'est vrai. Ça veut dire ça nous fait quoi? Bonne nouvelle, autour de 21h, les villas sont visibles. Mais tout de suite, les espoirs s'estompent. Elles sont mal équipées, inachevées, impropres, sans eau. Et comme si ça ne suffisait pas, il faut aller chercher son matelas ailleurs. Franchement, ce n'est pas honorable du tout. Le 4e pouvoir de la nation, voici, on transporte nos matelas comme ça. On n'a même pas encore de vie, on ne sait même pas où on va dormir d'abord. Franchement, ce n'est pas sérieux. Non mais c'est vraiment triste. Nous sommes arrivés, vous voyez l'état dans quel état nous sommes logés ici. C'est pas satisfaisant. C'est pas du tout satisfaisant, mais on va faire comment? On va se débrouiller avec les moyens de bord. Se débrouiller avec les moyens de bord. Ce discours n'a que trop duré pour certains. Si le comité d'organisation est à blâmer, force est de reconnaître qu'il faut crier haro sur les entreprises médiatiques. C'est leur obligation de prendre en charge leurs journalistes en toute indépendance pour éviter de pareilles situations. Certains comme BF1 ici essaient déjà et ça marche bien. Voilà, monsieur le directeur de publication, vous voyez ces images assez déplorables quand même de journalistes qui sont partis pour la couverture de la fête nationale le 11 décembre à Tinkodogo. Là, est-ce qu'effectivement la responsabilité première n'incombe pas aux organes de presse, à vous, patrons de presse, de mettre vos journalistes dans les meilleures conditions pour faire ce travail? Oui, bon, je voudrais d'abord dire que cette situation-là, il faut remonter vraiment, pour dire la vérité. Je sais que l'État fait déjà beaucoup pour la presse, subventions, etc., etc. Mais le président, je ne dis pas le régime, mais le président qui a vraiment choyé les journalistes, moi je ne l'étais pas encore, c'est Maurice Yamouyoro. Maurice Yamouyoro, le premier président, qui n'hésitait pas, quand il a défaut de place, il va débarquer un ministre, il va débarquer un grand directeur pour mettre un journaliste. Parce que lui, il a compris très tôt le rôle de la presse. Je crois qu'après, avant Sankara, c'est lui qui a su vraiment le rôle que la presse peut jouer dans enfin, les performances et l'impact d'une politique étatique. Lui n'hésitait pas.
Ben, cela dit, je reconnais que l'État a fait des efforts. Les organes de presse devraient normalement attendre de la part de leur directeur et de leur gérant. C'est à eux, normalement, de faire tout pour que les gens se déplacent et qu'ils aillent à Tankoudou. Maintenant, l'autre question, qu'est-ce qu'un journal gagne en mettant des frais, en engageant des frais et en prenant des risques pour convoyer quelqu'un, un de ces journalistes, une équipe, parce que si vous, ce n'est pas un seul journaliste, c'est plusieurs, mais même la presse écrite, vous allez avoir un reporter, un photographe. Quel intérêt il a à déplacer quelqu'un, justement, une équipe à Tankoudou? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va vendre? Est-ce qu'il va vendre un exemplaire de plus? Est-ce que vous allez booster votre audimat? Ce n'est pas sûr. Donc, ces gens-là, ils vont quand même, et ils sont les relais, ils médiatisent l'action du gouvernement. Et comme nous disons souvent, quand les gens viennent au Burkina et qu'ils regardent la diversité médiatique qu'ils ont, plusieurs télévisions, plusieurs journaux écrits, plusieurs radios, mais c'est une bonne... Ça contribue à embellir l'image de la bonne gouvernance. Voilà. Et c'est un moyen, un argument de négociation pour nos gouvernants auprès des bailleurs de fonds. Donc, ce n'est pas non plus pour nos beaux yeux qui nous transportent à Tankoudou ou même souvent en France pour couvrir les activités. Est-ce qu'il n'est pas justement possible pour les organes à l'avance de voir avec effectivement l'autorité comment on s'entend sur un minimum qui est reversé peut-être à l'organe et en retour c'est l'organe qui se charge justement de verser les frais. C'est des idées à explorer par nos associations professionnelles respectives. Moi je sais seulement qu'au niveau de l'Observateur, en tout cas dès le tout début, quand on a repris en 91, dès qu'on déplaçait des journalistes, moi je leur allouais un petit forfait journalier, parce que je me disais, bon, c'est quand même pas intéressant que les journalistes arrivent, par exemple, ils sont à 100 km de leur famille, le monsieur arrive, il ne peut même pas avoir de quoi s'acheter un sandwich ou un coca en attendant que les organisateurs veuillent, en tout cas, honorer leurs engagements, puisque le plus souvent ils disent, nous prenons les journalistes en charge, le gîte et le couvert. C'est très bien, mais avant que le trésorier, le financier de l'ONG ou du ministère en question daigne décaisser l'argent, vous savez bien que les financiers, c'est des grippe-sous. Ils peuvent faire toute la journée, ils peuvent même avoir un coca pour boire, ce n'est pas possible. Au niveau de l'Observateur, on a loué quelque chose, que j'ai même révisé à la hausse au fur et à mesure que le niveau de vie augmenter. Mais j'avoue que, quelle que soit ma bonne volonté, je ne peux pas m'offrir le luxe de payer le déplacement de toute une équipe pendant plusieurs jours pour couvrir une manifestation. Sans retour sur investissement. Officielle, sans être sûr d'un certain retour sur investissement. Je ne peux pas. Mais on peut déplacer, si c'est un papier maison, si vous avez initié un grand reportage, il faut en supporter le prix et je pense que tous les journaux le font. Voilà. Dans nos organes aujourd'hui, c'est un constat, le rajeunissement permanent des équipes. Sûrement parce que le secteur n'est pas assez attractif ou le secteur ne donne pas les conditions pour finir sa carrière là-dedans. Aujourd'hui, c'est un peu aussi la triste réalité. Oui, c'est pour conjurer justement cette instabilité-là que nous nous sommes battus et nous avons accepté la mise en place de la convention collective parce que, avec cette convention collective, les journalistes, en tout cas, ils avaient un statut avec une évolution de carrière prévisible, prévue par les statuts. Donc, ça devrait normalement stabiliser. Mais il faut dire aussi que
Il y a peu d'organes qui l'appliquent, malheureusement. Ah, en tout cas, je ne peux pas parler des autres, mais je pense quand même que la plupart font un effort pour appliquer la Il y a pas convention mal d'organes où collective. même les journalistes ne sont même pas déclarés à la caisse. Ça, c'est un problème. Comment c'est possible de produire de la qualité de contenu Là, dans de telles conditions? Il faut faire... il y a ceux qui sont vraiment déclarés à la caisse, et là, vous n'avez pas de faux fiants. Bon, on peut être en retard de paiement, hein. Bon, ça c'est le problème de la caisse avec toutes les entreprises assujetties, mais il faut au moins les déclarer et payer au moins, en attendant les choses. Quand on ne peut pas faire autrement, payer au moins la part travailleur, puisqu'il y a tant pour cent pour que le travailleur consent sur son salaire, et il y a tant pour cent que l'employé, le patron doit payer. Pour la part travailleur, le patron de presse n'a pas d'excuse. Même dans le show, même le patron, d'une manière générale, n'a pas d'excuse parce qu'il a retenu ça immédiatement sur le salaire qui a été payé. Pour la part patronale, c'est autre chose parce que ça, c'est ex nihilo, il faut trouver ça ailleurs. Donc il y a des moments où finalement on n'est plus en temps. Payer, faire la part du feu, en fou du moins, éteindre l'incendie en attendant justement de reconstituer les réserves. Mais il y a aussi, vous savez, dans nos journaux, il y a des pigistes, il y a des stagiaires qui viennent, pour tromper leur chômage en attendant de trouver mieux pour s'en aller. Donc, il ne faut pas compter ces gens-là aussi dans l'instabilité. Mais il y a aussi le fait que, petit à petit, il y a pas mal de journalistes qui, pour des ambitions personnelles, ont préféré quitter des rédactions où il y avait quand même une certaine stabilité pour aller ouvrir leur propre boîte. Je dis cela parce que c'est important quand on a une équipe qui se bonifie avec le temps. L'Observateur, justement, en est un exemple où on a un noyau de journalistes quand même qui sont dans la maison depuis quand même des décennies aujourd'hui et qui peuvent encadrer les plus jeunes qui arrivent. Malheureusement, quand ce n'est pas le cas, quand il n'y a pas de plan de carrière pour les journalistes, quand il n'y a pas de perspective, parfois des salaires payés au biétage, pas véritablement à la hauteur. Parfois, les jeunes sont tentés de partir. Le journalisme devient un tremplin en attendant d'avoir mieux. Du coup, dans ces conditions-là, c'est difficile d'avoir une presse de qualité. Bon, ça c'est vrai, mais je pense quand même qu'il faut faire le minimum. Mais vous savez, le salaire le plus mirobolant ne peut pas retenir un journaliste qui veut partir. Mais cela dit, effectivement, ceux qui sont là et qui témoignent par leur permanence, leur confiance au journal, en retour, doivent être payés par une confiance réciproque, une responsabilisation et, en tout cas, autant que faire se peut, montrer en tout cas que le journal n'est pas ingrat. Mais ça, évidemment, il y a ce qu'on peut faire, mais on ne peut pas faire l'impossible. Quels sont les nouveaux défis aujourd'hui pour le doyen de la presse écrite burkinabé? Le doyen de la presse écrite burkinabé est confronté au même problème que les autres, même aux nouveau-nés. C'est la menace des réseaux sociaux. Il faut qu'on se batte pour ne pas disparaître. Je pense que nous n'avons pas d'autres défis. Hein. Il y a cette menace-là qui est venue, que personne n'a vu venir. On la pressentait, mais on ne savait pas qu'elle viendrait avec la même célérité. Bon, je ne dis pas ça, il ne faut pas que nos lecteurs et autres paniquent. Hein. C'est un problème mondial. Les gens se battent pour s'en sortir. Et comme a dit un de nos anciens doyens, nous pensons, en tout cas nous, au niveau de la presse écrite, qu'en dernière analyse, le dernier mot reviendra toujours à l'écrit. Parlons de liberté de la presse. D'abord, est-ce que vous pensez que c'est la bonne façon de laisser exprimer cette liberté, c'est de permettre cette facilité de création des médias? Est-ce que ce n'est pas ça aussi, là, le problème? Bon, il y a un Américain, je crois que c'est, je ne sais pas si c'est le deuxième ou le troisième président américain, un des fameux amendements là,
qui a dit non, qu'il faut toujours laisser faire, en ce qui concerne la liberté de la presse en tant que telle, qu'il faut laisser toujours les gens dire. Il faut toujours laisser dire. Il ne faut pas censurer. Il faut laisser dire et compter sur le bon sens populaire pour démêler le vrai du faux. Qu'on fait plus de mal en interdisant qu'en laissant dire. Parce que si vous exagérez, c'est la même opinion qui va vous censurer. Vous pouvez faire du sensationnel pendant un jour, 2 jours, 1 an, 2 ans. Mais comme pour reprendre la formule de Lincoln, vous ne pouvez pas vivre que du sensationnel. Vous ne pouvez pas faire du sensationnel et du scandale tout le temps. Parce que c'est l'opinion même qui va finir par se lasser et par vous laisser tomber. La question, est-ce que c'est pas aussi, il n'y va pas aussi de la crédibilité des entreprises de presse en tant qu'entreprise, justement, qu'on permette qu'on crée à tout vent des organes de presse. Aujourd'hui, c'est très facile, surtout avec le numérique aujourd'hui, de créer des organes de presse. Mais est-ce que là, ça ne concourt pas à décrédibiliser davantage l'entreprise de presse? Bon, c'est-à-dire qu'il faut que l'entreprise de presse devienne aussi beaucoup plus professionnelle. Voilà, ce n'est pas la qualité que nos entreprises de presse doivent passer pour d'abord être crédibles vis-à-vis de leurs lecteurs, vis-à-vis de leurs partenaires financiers, de leurs partenaires techniques et d'une manière générale de l'opinion. Bon, on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas, aujourd'hui, on ne peut pas aller contre ce courant-là. Les gens sont libres de créer. Ils créent. Bon, ça pousse aussi les autres à travailler pour être parmi les meilleurs. Même si aujourd'hui, vraiment, on se rend compte que ce n'est pas toujours la bonne information, l'information de qualité qui intéresse les gens. Comme on dit, il est de l'information comme du tout, comme de la monnaie. Souvent, la mauvaise information menace et risque de chasser la bonne. Mais il faut travailler, que la bonne information travaille pour rester vraiment la référence. Et la mauvaise, là, bon, comme on dit, c'est la mauvaise presse, comme la mauvaise bouffe. Mais on ne se cultive pas à travers la mauvaise presse. Donc, tous ceux qui veulent vraiment, en tout cas, se cultiver, aller de l'avant, iront toujours vers la presse de qualité. Et justement, la menace aujourd'hui, elle est réelle, non? Dans ce contexte sécuritaire, on a vu d'ailleurs ce nouveau code pénal. A-t-on besoin de ça? Ou alors les règles du métier suffisent, non, justement, pour encadrer le secteur? Normalement, les règles du métier devraient suffire, comme dans les pays de grande démocratie. On n'a pas besoin de ce genre d'arsenal-là. Il y a d'abord l'autocensure et il y a le droit. Il y a la loi sur la presse qui doit suffire. De toute façon, malgré ce que ces nouvelles mesures-là qui interdisent, qui censurent les photos, etc., c'est encore les journaux formalisés qui vont payer, qui respectent. Sinon, les autres, le type, il passe à côté, ou même sur le théâtre d'opération, un militaire est là-bas, il assiste à une attaque, ben, il fait son reportage, il fait ses images et il poste. Donc, les journaux n'ont même plus le monopole de l'information, avec les blogs. Donc, bon. Est-ce que justement, là, on ne contribue pas effectivement davantage à décrédibiliser ces médias professionnels au profit justement de ces... Bon, on ne les décrédibilise pas, on les fragilise. On les fragilise parce que dans le temps, quand il y avait un scoop, comme par exemple l'attaque du fourgon de la mine de l'Est là, à Bongo, bon, les gens attendaient, ils allaient vous attendre, vous, télévision, pour savoir ce que c'est. Ils allaient attendre le lendemain la presse écrite pour avoir quelques images, bien sûr, décentes, mais surtout avec des explications, avec des commentaires, etc., etc. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Les réseaux sociaux anticipent des informations qui se retrouvent pour la plupart du temps, qui s'avèrent vraies justement, parce que parfois, ce sont des sources au terrain qui donnent des informations. Oui, mais pas souvent avec la mise en perspective. Ils ne font qu'exposer
Bon, ils étalent des images, pas avec le recul quand même d'un média comme le vôtre ou d'un média comme l'Observateur qui peut mettre les images et le sujet même en perspective, faire des rappels, rendre vraiment... Non, faire de l'information. Malheureusement, on a l'impression que de plus en plus, cette mise en perspective, ce travail d'éclairage, de distanciation n'intéresse plus, c'est l'effet. Voilà le problème, c'est ça. C'est un peu... Souvent, je prends l'exemple suivant, c'est comme quand vous posez les jeunes, ils préfèrent aller à l'hamburger, debout, on mange et on s'en va. Ça ne leur dit rien d'aller s'asseoir quelque part où la table est bien mise, où on leur sert ce qu'ils veulent avec... non, ce n'est plus la qualité qui est recherchée, c'est vraiment, comme on dit, la malbouffe, même au niveau de l'information. Ah, mais on risque d'en mourir, hein. C'est ça le problème. On ingurgite tout. On prend tout. Les libertés collectives, individuelles et collectives, risque d'en prendre un coup. On vous dira que la population, le consommateur veut tout voir et tout savoir, donc on leur sert tout. Oh, oui, mais jusque dans le voyeurisme. Dans le voyeurisme, ça veut dire que vous-même, vous finirez par n'avoir plus de vie privée. Voilà, parce que tout va être dans les réseaux sociaux. Mais est-ce que c'est ça vraiment, en matière de qualité, est-ce que nous gagnons? Non, il y a quand même un minimum. Chacun doit avoir un espace de liberté, une espèce de thébaïde, un domaine secret qu'il ne veut à aucun moment voir étalé sur la place publique. Or, tout ça, c'est en train d'être battu en brèche. C'est un monde très ouvert aujourd'hui. Oui. On est en fin d'émission. Oui. On va parler d'un sujet d'actualité. C'est bien sûr le franc CFA. Oui. Cette rencontre historique des chefs d'État et cette annonce, le président français d'un côté, Macron, et de l'autre côté, le président Ouattara, qui annonce effectivement ces grandes décisions. Oui. Le CFA va disparaître au profit de l'éco en 2020. Oui. Et on peut dire, là, c'est une petite révolution. On ne peut pas faire une petite révolution. Il faut d'abord qu'on attende de voir exactement quels en sont les tenants et aboutissants. Je constate seulement que c'est presque un quart, c'est un quart de siècle après la dévaluation que cette nouvelle a été annoncée. Donc effectivement, c'est historique. Mais vous savez, dans la monnaie, il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect, pour ce qui concerne le CFA là, il y avait l'aspect émotionnel et plus ou moins idéologique qui faisait que beaucoup de gens ne voulaient même plus voir le CFA. Il y en a qui le brûlaient. Bon, comme un outil voilà, comme une survivance du néocolonialisme. Bon, mais il y a aussi dans la monnaie, il y a l'aspect rationnel. L'aspect rationnel, c'est quoi? C'est la stabilité, c'est la crédibilité. Parce que si vous mettez trop d'émotions dans une monnaie, c'est très bien. C'est ce que je disais tout de suite de la presse. La mauvaise monnaie peut chasser la bonne. Je suis de cette génération-là qui pensait que, en tout cas, le CFA, ça conférait à notre monnaie la stabilité et la crédibilité, et voire même une certaine convertibilité à travers l'euro. Bon, c'est heureux que aujourd'hui... Ce volet est gardé. Ce volet est gardé. La parité. Oui, mais le volet symbolique... Les chefs d'État ont bien vu. Ils ont bien vu. Selon moi, tant qu'on restera en tout cas dans l'UOMOA là... Aller de façon graduelle. Aller de façon graduelle, c'est très bien. Il n'y aura pratiquement pas grand-chose de changé dans l'ordinaire des consommateurs de l'espace UOMOA. Le côté symbolique, lui aussi, on l'a résolu, puisque ça ne s'appellera plus le CFA, ça s'appellera l'éco. Il y a aussi les représentants français, justement, qui ne seront plus là. Ils seront plus dans les instances de gestion. La suppression du compte d'opération. La suppression du compte d'opération. Donc, on va décentraliser de la France. Nous allons avoir nos réserves. On en fera ce qu'on veut. Mais je pense que ça sera une école et une autre épreuve pour l'UOMOA, parce qu'il nous appartiendra justement de gérer avec rigueur, la plus grande rigueur qui soit, cet éco-là, pour n'avoir pas justement à devoir un jour, tête, la queue entre les pattes, aller redemander à la France de garantir
ou du moins de nous faire sortir d'une impasse. C'est-à-dire, il ne faut pas que nous en Solution venions, d'expertise. voilà, faut pas que nous en venions un jour à manquer de devises et que la France soit là encore, soit obligée, conformément à son engagement, de nous garantir. Ce serait vraiment un échec. En attendant, évidemment, un jour, l'écho va voler de ses propres ailes. Quand le Nigeria, le Ghana et autres viendront, il ne sera plus question pour la France de garantir. Mais ça, c'est une autre histoire parce que ce n'est pas demain la veille. Ceux qui peuvent nous rejoindre, selon moi, l'écho dans les 5 années à venir, c'est peut-être un pays comme la Guinée, qui est à peu près au même niveau de convergence que nous. Mais les autres là, bon, je ne sais pas. Mais ça peut aussi venir aussi rapidement. Ils attendront de voir d'abord. Ouais, mais en attendant, en tout cas, le côté symbolique est résolu et le côté structurel, là, nous restons quand même, là, nous avons toujours la parité fixe, nous gérons nos réserves et en filigrane, la France est là. Il ne faut pas en avoir honte. C'est notre histoire. Comme disait Khatib Yassine et Amin Malouf, le Libano-français là, c'est notre patrimoine, c'est un tribut de guerre. Je crois que c'est Cheikh Hamidou Khan aussi qui l'a dit, c'est un patrimoine. Il faut le prendre dans nos rapports avec la France. Si on peut en bénéficier, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas faire de complexe. C'est ça aussi l'histoire. Merci. Merci, doyen, d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. Père, c'est moi qui vous remercie et surtout d'avoir eu cette gentillesse confraternelle à notre 10 millième numéro de me recevoir pour évoquer toutes ces questions qui nous sont communes. Merci. Merci encore. Mesdames, Messieurs, ça sera tout pour ce numéro de Surface de vérité dans le fauteuil blanc. Edouard Ouedraogo, directeur de publication de l'Observateur Palga et de l'Observateur Dimanche. Excellente soirée sur la chaîne Au cœur de nos défis. Bonsoir.